Bienvenue dans Let's Go for Health. Le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Prêt à transformer votre vie? Branchez-vous dès maintenant et découvrez les clés d'une santé éclatante. Bienvenue dans Let's Go for Health. Aujourd'hui, nous parlerons de nutrition en compagnie d'Alice Sout, nutrithérapeute à Rochefort et anciennement ingénieure agronome. Elle est avec nous aujourd'hui pour lutter contre l'obésité et le surpoids. Donc si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à consulter la page Facebook Alice Sout Nutrition ou de prendre rendez-vous avec elle à Rochefort. Bonjour Alice, bienvenue à notre podcast. C'est le 3e podcast qu'on fait déjà. Comment ça va? Ça va très bien, merci. On est super content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on a déjà parlé du sexe, on a parlé du sport et j'ai l'impression qu'il nous reste un peu 2 grands piliers dans la vie. Il nous reste la nutrition et je pense que le sommeil pourrait être aussi un des piliers. Ce qui est chouette, c'est qu'on a l'aide du plan de cohésion sociale de la commune d'Ouillet. Donc on les remercie déjà. Et en plus, on va avoir l'aide de quelqu'un qui va nous aider à faire de l'édition. Jérémy, dans le plan de cohésion sociale, on doit parler d'obésité et de surpoids. Et donc on a pensé à toi pour toute la sphère alimentation. Merci, merci de m'avoir invité. Je trouve que c'est super intéressant parce que hier, je voyais un podcast où il disait que tout le monde sait que le brocoli est bon, ok, c'est logique, et qu'un pain au chocolat est mauvais. Mais qu'après, de là à savoir ce qu'on fait tous les jours, on est toujours un peu perdu, alors que peut-être qu'on a déjà plus de base de ce qu'on a, de ce qu'on veut, mais qu'on ne les utilise pas assez. Tout à fait, c'est vrai, oui. La plupart des gens que je vois, ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, mais l'idée, c'est de réapprendre à quel moment on va manger quoi, et disons les petits extras, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en mange encore ou pas? Donc en nutrithérapie, ce qui est vraiment ma discipline, la notion de rechercher ce qui est à la fois sain et qui nous fait plaisir est vraiment au cœur de la démarche, quoi. Et comment on arrive à être nutrithérapeute? Moi, j'ai fait une formation qui s'est déroulée à Namur au CFNA, donc Centre de formation en nutrithérapie appliquée. Et moi, la nutrition, je ne suis pas arrivée dedans tout de suite. Au départ, je suis ingénieure agronome. J'ai fait de la recherche en génétique végétale pendant 20 ans. Ah oui, ok. Oui. C'est vraiment depuis que j'ai été enceinte de mon premier enfant que je me suis beaucoup intéressée à la nutrition. Et petit à petit, voilà, j'ai voulu en savoir plus au point de me former et finalement de changer de métier, quoi. Donc voilà, quelques questions qu'on va te poser. Qu'on remarque souvent avec notre patientèle en consultation, c'est qu'ils ont une hygiène de vie qui n'est pas toujours optimale. Certains sont en surpoids, obèses, on se retrouve face à eux. On ne sait pas toujours quels conseils leur donner. Quand tu reçois des patients en surpoids ou en obésité, est-ce que tu vas parler d'abord de régime, donc restriction de calories, éliminer certains aliments, ou est-ce que tu parles plutôt d'adopter vraiment un mode de vie sain? C'est vraiment le mode de vie sain, en fait. C'est vers ça que j'emmène les patients, et finalement, quel que soit leur motif de consultation, mais particulièrement pour le surpoids ou l'obésité, l'axe de travail, c'est bien sûr la nutrition, mais j'aborde également d'autres piliers que sont l'activité physique. Quand j'ai des personnes en surpoids, ils doivent se remettre en mouvement, ça c'est indispensable en fait pour contribuer à la perte de poids. Et puis il y a également le sommeil et la gestion du stress qui sont pour moi 2 autres piliers de la santé aujourd'hui, quoi. Tu penses que si tu ne gères que la sphère alimentation, tu auras beaucoup moins de résultats? Certainement, oui. Il y a vraiment des freins à l'amincissement qui peuvent être en lien avec le stress notamment, mais bien sûr l'activité physique, elle va être importante pour mincir, mais pour plein d'autres choses également. En fait, on est trop sédentaire, l'humain n'est pas fait pour être immobile toute la journée. Donc, Oui. Et même au niveau de ce qu'on aime dans la vie, parce qu'au final, le sucre, il active certaines parties du cerveau qui sont activées aussi par jouer, par aller dans un casino, par boire de l'alcool. Oui. Mais en fait, on se rend compte, même les gens qui prennent de la cocaïne, c'est exactement la même partie du cerveau qui est allumée. Ouais. Et en fait, cette impulsion électrique qu'on a, on peut aussi, si on veut, l'avoir en voyant nos amis, en faisant du sport, en allant nous balader en une journée où il y a du soleil. Donc, pour tous ces patients, on pourrait peut-être juste les faire virer vers des choses plus saines. Pour éviter ce stimuli du sucre qui sont en manque, quoi. C'est quelque chose qui est recherché, qui est demandé par le corps, en fait. Et donc, moi, je présente sous cet aspect-là. Donc, il y a les bonnes drogues et il y a les mauvaises drogues. Et les mauvaises, on va essayer de les abandonner. T'en as parlé, donc c'est l'alcool, ça peut être la cigarette aussi, le jeu, enfin les addictions comme ça, vraiment pas intéressantes pour la santé. Et puis il y a les bonnes drogues que sont le sport, comme tu as dit, la vie sociale, etc., quoi. Et est-ce que les patients, ils sont tous prêts à faire ce changement à long terme?
terme, de manger sainement. C'est vrai qu'on ne parle pas de régime, hein, pour revenir à la question de tout à l'heure, mais vraiment d'adopter des habitudes de vie qui sont saines, pas seulement au regard de la perte du poids, mais c'est aussi, ça participe à la prévention, à l'immunité, enfin à plein d'autres choses, de manger comme ça. Je le dis dès le départ, moi, la première consultation, c'est ce que j'explique, c'est qu'on n'est pas là pour faire quelque chose sur un temps limité, c'est plutôt de changer progressivement des habitudes alimentaires de manière à ce que ce changement soit durable, parce que quand on fait des choses trop restrictives, ok, on va peut-être savoir tenir par la volonté pendant un certain temps, mais après on rebascule, et la méthode ici c'est pas ça. Et donc effectivement non, il y a des gens qui peuvent pas encore l'envisager. Quels sont les premiers conseils que tu donnes aux patients, ou les premiers aliments à manger ou à supprimer quand même de leur mode de vie? Je détaille repas par repas. Donc le premier repas, c'est le petit déjeuner, au cours duquel la plupart des gens mangent plutôt très sucré, enfin glucidique d'une manière générale. Même du pain blanc avec de la confiture, ça va pas, c'est déjà trop de glucides. Donc moi, je travaille vraiment là-dessus. Ouais, c'est ça, des protéines, des bonnes matières grasses et des féculents à digestion lente. Et donc, par exemple, ça va être 2 œufs sur le plat, quelques rondelles de concombre, du pain qualitatif, quoi, avec un peu de beurre dessus. Ça peut être ça, par exemple. Du pain avec une mie compacte, pas du pain tout aéré qui va être digéré super vite. Et des conseils pour ces gens qui, justement, suivent ce petit-déj tous les jours, qui arrivent un peu à avoir un changement dans leur régime, dans leur mode de vie, qui a un coup rechute dans le sucre, dans une mauvaise alimentation. Ouais. Là, en fait, on va essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette rechute, en fait, hein, parce que ça, c'est vraiment le travail de suivi que je fais avec les personnes. Donc, les premières consultations sont, on va dire, assez rapprochées, hein, on va dire maximum 1 mois entre 2 consultations au début, mais ça peut même être moins. Mais par après, je peux revoir, par exemple, les gens tous les 2-3 mois, quand ils se sont lancés, quoi, quelque part. Là, c'est des consultations plus courtes, où justement, ils vont partager leurs difficultés. Mais donc, ça peut être parfois des difficultés organisationnelles, parfois de la lassitude. Enfin, moi, je donne beaucoup de sources d'inspiration, de recettes. Je donne aussi des informations sur mes pages Facebook ou Instagram. Tout dépend d'où vient, entre guillemets, le craquage. Ce que je trouve important, c'est qu'il faut qu'on parle aux patients et qu'on leur dise que la rechute, c'est quelque chose de normal, qu'on va tous passer par là, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour les drogues, le tabac, l'alcool. On s'y doit tous comprendre que ça va arriver un moment et ils peuvent en parler parce qu'on est prêt à leur reparler. Ils ne doivent pas se sentir honteux de revenir vers nous parce qu'on a l'habitude de le voir. Et je reviens au régime alimentaire. Du coup, on a parlé du petit-déj. Qu'est-ce que tu conseilles après pour le midi, le soir? En général, beaucoup de gens que je vois manquent d'énergie. Peu importe le motif aussi, beaucoup de gens sont très fatigués, épuisés. On va restaurer l'énergie et ça passe notamment par des apports de protéines de qualité, principalement le matin et à midi. Je dis pas qu'on peut pas manger de protéines le soir, mais on va plutôt aller vers des choses plus légères, des protéines végétales. Bon, notre énergie, elle est liée en partie à la synthèse des neurotransmetteurs, hein, la dopamine, la noradrénaline. Et après, fin de journée, c'est la sérotonine, donc celle avec laquelle on se sent plus apaisé. Et quand on a assez de sérotonine, on a beaucoup moins de compulsions, même plus du tout. Par exemple, pour le sucre, il y a beaucoup de compulsions pour le sucre qui viennent d'un manque de sérotonine. Et donc, pour ces fameux neurotransmetteurs, il nous faut des protéines, en fait. Ça serait plutôt, oui, de la viande, du poisson. C'est ça. Le midi, chiche le soir. Voilà, c'est ça. Vraiment pour la partie purement protéique, c'est un peu le schéma. Et l'idée, c'est de bien les choisir aussi, évidemment, parce que toutes les protéines ne se valent pas. Et donc, dans les conseils généraux que je donne, c'est que de toute façon, on doit vraiment faire l'effort de s'orienter vers des aliments bruts. Ça veut dire des aliments pour lesquels l'ingrédient, c'est l'aliment. Dans les protéines, il y a l'œuf, bien sûr, du filet de poulet, un jambon de qualité, des restes. Enfin, je dis des restes, mais en réalité, c'est plutôt des choses qu'on a l'habitude de manger le soir. Et en fait, on va les déplacer le matin. Et elles vont vraiment soutenir notre énergie parce qu'elles vont éviter les hypoglycémies parce qu'une protéine, c'est difficile à digérer. Donc, on la digère pendant plusieurs heures. Et la digestion lente comme ça fait que la glycémie est stable, en fait. Au lieu d'avoir, je vais prendre le pain au chocolat, la tartine confiture, oui, ou les céréales au petit déjeuner, vous avez un pic de glycémie. Ok, vous avez peut-être un petit boost d'énergie. Mais derrière, vous allez avoir une hypoglycémie. Et là, c'est la fatigue, voilà, les problèmes de concentration, etc. Ouais. Oui, c'est typique de la personne qui va manger sa petite salade le midi avec quelques feuilles de salade et quelques petits légumes, presque pas de protéines. À 4 heures, elle sera en hypo. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont manger, par exemple, si je prends le dagobert, beaucoup de gens mangent un sandwich à midi ou une salade de pâtes où il n'y a pratiquement que des pâtes. Alors, c'est intéressant. Non, c'est intéressant parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous présenter plein de plats différents qu'on a trouvés au supermarché. Et en fait, on a un petit jeu parce que 2 des aliments qu'on a amenés, c'est des aliments qui sont
naturellement retrouvés et consommés par des soignants de la maison médicale. Donc, dans les commentaires de la vidéo, on vous encourage à deviner qui mange chaque aliment. Et moi, je voulais revenir sur les personnes, du coup, en obésité et surpoids. Oui. Est-ce que tu leur dis d'office de manger protéiné, mais est-ce qu'ils doivent quand même supprimer certains aliments? Oui, les sucreries. C'est ça. En fait, tu fais le compte-rendu avec eux de ce qu'ils mangent. Oui. En fait, avant chaque première consultation, j'envoie un questionnaire que la personne doit compléter avant le premier rendez-vous. Donc moi, j'en prends connaissance avant le rendez-vous. Et dans ce questionnaire, j'interroge sur les habitudes alimentaires, vraiment d'une manière assez détaillée. C'est un questionnaire qui prend un peu de temps à remplir. Et puis de l'autre, j'interroge sur les symptômes, en fait, toute une série de symptômes, parce que je dois voir aussi, quel est le niveau d'énergie de la personne. Il y a des questions aussi qui concernent le fonctionnement de la thyroïde, même si moi, je suis pas médecin, je peux pas poser de diagnostic, mais je peux référer à des médecins par la suite pour attester de ceci ou cela. Et j'interroge aussi sur le fonctionnement de la digestion, parce qu'il y a beaucoup de soucis aussi de ce côté-là actuellement. Et donc, voilà, moi, sur base de ce questionnaire-là, alors après, on discute et je montre ce qui va, ce qui ne va pas. Et surtout, je montre, vers quoi on doit aller, quoi. Et de manière générale, avec tes patients en surpoids, qu'est-ce que tu fais en premier avec eux? Je travaille sur le rééquilibrage alimentaire en parallèle avec la restauration d'un meilleur niveau d'énergie, parce qu'en fait, c'est compliqué de se remettre en mouvement, par exemple, quand on est crevé, pour le dire un peu vulgairement, mais ça doit se faire en parallèle. Mais je veux dire, j'ai énormément de gens, rien que de changer le petit déjeuner, ça change quand même une grosse partie de la journée. Je ne vais pas dire que ça change leur vie, mais presque, quoi. Parce que quand on a été finalement en manque de nutriments qui nous permettent d'avoir de l'énergie, comme les protéines, qu'on a été en manque comme ça pendant des années, ça peut avoir des effets vraiment spectaculaires, quoi. Je ne vais pas dire que c'est le cas chez tout le monde, mais quand même, ce petit déjeuner, il est problématique chez la plupart des personnes. Et donc, quand on change ça, déjà, ça va déjà améliorer pas mal de choses, quoi. Alors, j'ai beaucoup de patients qui viennent en me parlant du fameux régime cétogène. Ah oui. C'est très marrant parce que moi, ce régime, je ne savais pas qu'on pouvait l'utiliser déjà dans la nutrition de base. Oui. J'ai juste l'idée de ce régime qui a été créé en 1920 pour traiter à la base des patients épileptiques. Oui. Et puis, on s'est rendu compte que les patients qui avaient vraiment un déficit calorique maigrissaient avec ça. Oui. Et puis, est-ce que ça a vraiment du sens d'utiliser ça, de réduire, d'interdire des aliments? Moi, je ne travaille pas avec cette méthode-là. Voilà, vraiment, en nutrithérapie, en fait, il y a peu d'interdits. Après, voilà, les aliments ultra transformés, etc., bon, moi, je dirais que c'est plutôt vraiment ceux-là qui sont très problématiques. Mais régime cétogène, pour moi, c'est pas quelque chose d'équilibré, en fait, avec beaucoup d'exclusions, etc. Et donc, je pratique pas ce... Pour que les patients sachent ce que c'est des gens qui finissent par avoir une alimentation avec 70% de graisse. C'est très protéiné. Très protéiné. Voilà. C'est très protéiné, c'est très ça. gras. En fait, ils enlèvent les glucides, que ça soit les fruits, que ça soit les féculents. Et c'est vrai que moi, je dis parfois aux patients, diminuez un peu vos féculents pour que les graisses soient utilisées davantage. Je sais pas ce que tu en penses. Je refais fort le point là-dessus aussi, parce qu'il y a une grosse confusion autour des féculents, dans le sens où beaucoup de féculents nous ont été présentés comme des sucres lents. Dans la tête, je pense, de la plupart des gens, féculents égale glucides lents ou sucre lent. Et en réalité, il y a énormément de féculents aujourd'hui qui sont consommés par tout le monde et qui sont pas lents du tout, et qui vont être assimilés quasiment comme un produit sucré, quoi. La baguette, les pâtes blanches, le riz blanc trop cuit, surtout quand c'est très cuit, etc. C'est très glucidique. Quand tu as des patients, tu leur donnes leur programme, tu les revois dans 2-3 mois, je ne sais pas, et qu'ils ne perdent pas de poids, il n'y a rien qui change. Ouais. Comment tu t'y prends alors? À ce moment-là, on va creuser du côté des freins à l'amaigrissement qui auraient pu ne pas être détectés, en fait. Moi, je remarque, par exemple, j'ai des cas comme ça, effectivement, c'est des personnes qui suivent bien les recommandations que moi je donne, qui peuvent très bien fonctionner chez d'autres personnes, et chez eux, ça ne fonctionnait pas. Et j'ai eu quand même régulièrement le cas où c'est des personnes très, très stressées. Et en fait, le stress, chez certains, ça va faire mincir pour différentes raisons, mais chez d'autres, ça peut contribuer à une prise de poids via les niveaux de cortisol élevés qui sont présents en permanence, ce qui n'est pas physiologique. Le cortisol, il est là normalement pour nous donner un petit coup de fouet. Et du coup, ce pic de cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il est hyperglycémiant, en fait. On a des pics de glycémie associés à des pics de cortisol, mais malheureusement, on ne va pas fuir quand notre chef nous stresse, on ne va pas se tailler, on ne va pas commencer à se battre, quoi. Le cortisol, c'est à ça qu'il servait, donc il permettait d'avoir un accélérateur
accélération du rythme cardiaque, de la respiration, un afflux de glucides dans les muscles. Enfin, l'énergie était quelque part mise à profit comme ça, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Ça peut être un des freins à l'amincissement. Après, il y a également tout ce qui est fonctionnement thyroïdien. Voilà, une thyroïde dysfonctionnelle peut être un réel frein à la perte de poids. Et puis, il y a également des troubles de type digestif. On sait bien aujourd'hui qu'il y a des liens très clairs entre le microbiote, donc la flore intestinale et sa composition, et le surpoids. C'est des questions qui doivent être creusées, mais alors, dans ces cas-là, moi, je réfère à mon collègue médecin nutritionniste qui va faire des analyses sanguines beaucoup plus poussées, voilà, pour identifier ces problèmes. Et donc, dans un premier temps, on essaye un petit régime, mode de vie sain, et puis si ça ne va pas, là, tu réfères vers le médecin, va aller chercher vraiment en profondeur. Mais sur base du questionnaire, il arrive parfois que je réfère très rapidement à mon collègue. Souvent, on se retrouve dans des situations où on est dans un bar. Moi, je commande une eau pétillante. Mon ami commande une bière. Il nous regarde et dit pourquoi tout le monde prend une bière. Même style avec la nourriture, soirée raclette. Soirée raclette entre amis, repas Espagne chez mamie avec le gros gâteau. Repas de boulot. Quand on y pense, ça revient chaque semaine. Qu'est-ce que tu leur demandes en fait? Et par rapport à la perte de poids, je pense quand même qu'il y a une période où il faut se concentrer sur son objectif et essayer de réduire le plus possible les cheats, les extras. Voilà, les extras. De toute façon, le résultat, normalement, est cohérent avec les efforts. Si la personne dit moi, je suis OK que le résultat soit moins rapide, alors il va faire plus d'extras, etc. Mais voilà, je leur dis, plus vous en ferez, moins vous aurez de chances que ça fonctionne. Du coup, j'interroge quand même aussi au départ beaucoup sur la motivation des gens, mais je les invite à réfléchir chez eux. On ne fait pas ça en consultation, ils n'ont pas besoin nécessairement de me le partager, mais c'est important de savoir quelles sont les raisons profondes pour lesquelles on veut mincir, En nutrithérapie, on dit quand même que si on se nourrit sainement 80% du temps, le corps absorbera mieux les excès. Mais les excès ne doivent pas être, par exemple, je me sers toute la semaine, je fais hyper gaffe toute la semaine, et le week-end, c'est bamboula intégral. Ça, non, ça marchera pas. Maintenant, il y a vraiment des trucs, et la perte de poids, on va quand même vraiment viser la stabilisation de l'index glycémique. Donc, on vise une alimentation à index glycémique bas. Et pour ça, il y a vraiment des petits trucs aussi qui permettent, même quand on va dans des choses plus festives, etc., d'en profiter, mais sans que ça impacte trop notre glycémie, Et donc, par rapport à l'alcool, l'alcool, on peut considérer que c'est un super sucre. On va essayer d'éviter de prendre, quel que soit le glucide, de le consommer sur un ventre vide, par exemple. Parce que la phrase « une bière, c'est une tartine », on peut la prendre au sérieux. C'est glycémique, une bière. Une tartine de pain blanc. Oui, c'est ça. Ça revient, c'est ça. J'ai encore une petite dernière question. J'ai dans mes patients des dames ou des hommes qui me disent avoir tout essayé, mais vraiment tout, et finalement, ils ont toujours du surpoids, de l'obésité, et ils sont un peu fatalistes, Ils se disent, moi, je suis comme ça, et ça ne changera pas. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Ce qu'il y a, c'est tout dépend ce qu'ils ont essayé avant, en fait. Parce que ça, moi, c'est une des questions que je pose aussi systématiquement dans mon questionnaire, c'est qu'est-ce que vous avez déjà mis en place et qui n'a pas fonctionné? Et on en reparle, en fait, à la première consultation, parce que vraiment, tout dépend de ce qu'ils ont essayé. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont fait des essais avec des poudres protéinées, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut très bien marcher, mais c'est pas durable, puisque après, quand on reprend l'alimentation d'avant, seulement pas de poudre, les mêmes choses produisent les mêmes effets, et donc le surpoids revient à 5 ans, 10 ans, enfin. Ça, je veux dire, c'est vraiment au cas par cas. Après, pour les gens qui pensent que c'est comme ça, c'est sûr qu'on a tous des constitutions différentes, mais je crois quand même que c'est rare de ne pas savoir du tout perdre du poids, mais à condition, par ailleurs, de se remettre en activité physique. Comme dirait un ami, si on ne mange plus, on perd du poids. Le déficit calorique marche toujours bien. Et oui, c'est déjà la fin de cette première partie. On se retrouve très vite pour la deuxième partie qui sera toujours en compagnie d'Alice Sout pour comparer les produits que l'équipe de la maison médicale mange. À bientôt dans Let's Go for Health.